deuxième partie de cette série de podcasts sur le repêchage 2025. La série Sous le radar, en fait, j'ai reçu déjà Simon Servant sur le podcast pour parler de 5 joueurs qui voulaient nous présenter pour le repêchage 2025. 5 joueurs qui étaient en dehors de son top 32. Des cartes cachées, des joueurs qu'on a moins tendance à entendre parler, des joueurs, des petites perles à aller chercher dans les rondes subséquentes à la première ronde. Donc, c'est un peu ça, la série Sous le radar. Et aujourd'hui, j'ai Seb Gagné sur le podcast pour présenter ces 5 joueurs du repêchage 2025. Seb, comment ça va aujourd'hui, mon homme? Ça va super bien, toi aussi. Ah oui, ça va, ça va. J'ai hâte que tu nous parles de tes 5 joueurs pour le repêchage. Je regarde les noms. Un petit spécial la JMQ, en quelque sorte. On a quelques joueurs là, du circuit ici au Québec, donc ça va être plaisant à discuter. Mais en premier lieu, on va parler d'un joueur qui n'évolue totalement pas dans le jargon québécois et qui n'a clairement pas un nom qui provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou d'une place quelconque au Québec. Et j'ai nommé Jørgen Nyhus Meyer ou Mir ou peu importe comment on le dit. Attaquant norvégien, si je me trompe pas, Seb. Exactement. Je suis pas plus certain que toi. Selon les commentateurs, je pense que c'est Jørgen Nyhus qui le prononce, mais peu importe. Ouais, attaquant norvégien qui a joué dans 2 ligues différentes, mais 3 équipes différentes cette année. Il a commencé en fait pour Vålerenga, qui est la même équipe pour qui Stian Solberg a joué l'année passée dans la ligue professionnelle, si on veut, en Norvège. Il a joué, si je ne me trompe pas, peut-être une dizaine de matchs là-bas avant d'être rétrogradé au niveau du junior. Je m'attendais honnêtement à plus d'offensive de lui quand il a été rétrogradé dans le junior. Ça ne semble pas venir, mais c'est aussi très décousu dans les 2 équipes pour lesquelles il a joué, en fait, pour Vålerenga, autant dans le pro que dans le junior. C'est très, très décousu, je trouve, cette année comme équipe, donc ça ne lui donne pas beaucoup de chance. Puis là, j'ai juste vu 1 ou 2 matchs. Il a été prêté à une autre équipe qui est, je vais juste aller voir le nom, là, je ne me souviens plus, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais c'est Djernen. Dans la même ligue professionnelle. En fait, il est revenu dans le pro, mais avec une autre équipe. Puis ça se passe mieux, je trouve, avec cette équipe-là, dans le petit échantillon que j'ai avec cette équipe-là. Mais c'est un gars qui coche pour moi beaucoup de cases d'un joueur de la Ligue nationale. Rien d'exceptionnel, mais beaucoup de choses qui se transposent bien. Je ne sais pas si honnêtement, c'est un gars qui est un peu inconnu de tout le monde à cause de, tu sais, que c'est pas une ligue qui est vue beaucoup au niveau de la Norvège, évidemment, ou si c'est juste un gars que je suis tout seul à aimer, parce que si vous allez voir sur Elite Prospect, c'est un gars qui est classé par un organe de scouting qui l'a 100e. Puis je pense qu'il n'est même pas sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale ou de quoi. Fait que je ne sais pas s'il est un peu obscur ou juste mal aimé. Mais bref, moi, c'est quelqu'un que j'ai bien apprécié depuis le début de l'année. Un gars qui fonce beaucoup au filet, gros gabarit, 6 pieds, pas le plus gros, mais 203 livres. Il a l'air pesant. Échec avant, excellent. Il est très bon en récupération de rondelles. Pour moi, c'est le genre de gars que souvent tu ne vois pas sur la feuille de pointage, mais il a été dans l'action pour un but. C'est le gars qui va aller donner la mise en échec, qui va libérer la rondelle à son équipe, qui vont récupérer. C'est le gars qui va avoir mis la pression sur le défenseur pour qu'il se débarrasse de la rondelle, qui crée un revirement, puis que ton équipe va en profiter. Fait que tu sais, je fais attention sur les chiffres avec ce gars-là, malgré que on ne se mettra pas la tête dans le sable que c'est pas un gars qui va se ramasser sur un top 6 un jour s'il atteint la Ligue nationale. C'est un gars de bas d'alignement, assurément. Mais le côté physique, le côté intense avec le gabarit, le package qui amène, pour moi, le distingue de certains autres gars qui ont un peu moins cet ADN-là puis cette force physique-là dans un repêchage. Le côté méconnu un peu aussi, où je pense que c'est un gars qui, s'il tombe avec une équipe qui peut bien le développer puis travailler avec ce gars-là, il y a vraiment quelque chose à faire. Défensivement, il est bon. Tu sais, pour moi, le niveau de talent a ses limites, mais il n'y a pas de. Tu sais, souvent, les gars qu'on va parler dans les cartes cachées, c'est des gars avec beaucoup, beaucoup de talent, mais qui ont beaucoup de drapeaux rouges aussi. Ben, lui, je le vois un petit peu à l'inverse. C'est un gars qui a peut-être un talent qui est moins élevé, mais qui n'a pas de drapeau rouge dans son jeu. Il n'y a pas de faille majeure, mis à part peut-être son patin, que je ne dirais pas qu'il est mauvais, mais il est peut-être dans la fourchette plus basse de la moyenne, là. Mais c'est quelqu'un que s'il améliore son coup de patin, justement, combiné avec les autres qualités qu'il a, je pense que ça pourrait le faire prendre un gros, gros step.
c'est pas un gars qui va mener le jeu, mais il est capable quand même de compléter. Là. C'est un gars qui n'a pas des mains exceptionnelles puis tout. Là. C'est un petit peu des fois des mains, pas de béton, mais qui va jongler un petit peu la rondelle à l'échapper puis tout ça. Mais il est capable de compléter les jeux quand il est avec des bons gars puis tout aussi. Fait que ouais, je vois quand même plusieurs choses dans son jeu qui pourraient faire en sorte qu'il se trouve une chaise au niveau de la Ligue nationale. Le fait aussi quand il va changer de ligue, quand il va s'en venir en Amérique du Nord, s'il passe du temps dans la Ligue américaine à vraiment se développer comme un joueur nord-américain, je pense qu'il est capable d'aller rechercher quelque chose. Tu sais, je vois peut-être un profil un peu à la Condotta avec le Rocket de Laval en ce moment. Là. Fait que pour moi, c'est un gars qui pourrait entrer un petit peu dans ce moule-là, tu sais, que les entraîneurs vont aimer beaucoup, qui va faire beaucoup à l'équipe, mais que c'est pas nécessairement le gars tout le temps qui va ressortir du lot quand tu le regardes jouer. Un gars comme ça que, tu sais, pourrait fitter, mettons, dans le moule d'un Lucas Candotta, tu sais, on le voit aller, là, Candotta, c'est un joueur de la Ligue américaine qui peut se mériter à quelques occasions des rappels dans la Ligue nationale. Tu sais, un gars avec ce profil-là, tu pourrais le projeter autour de quelle ronde à peu près dans un repêchage. Si on comprend que avec ce que tu nous expliques, première, deuxième ronde, c'est pas nécessairement un gars qu'on pourrait voir, mais tu sais, dans les rondes subséquentes, mettons. Ben, si on prend, tu sais, on a parlé beaucoup, là, je pense que les gens nous suivent beaucoup au mid de la qualité du repêchage de cette année. Moi, dans ma liste personnelle, c'est un gars qui a ses chances de se retrouver à quelque part dans ma deuxième ronde. C'est pas garanti, mais c'est pas impossible que je le classe. Vu l'obscurité de la Ligue qui est pas trop regardée, le fait que, si je me trompe pas, il n'a pas joué pour la Norvège au championnat mondial junior cette année, j'ai l'impression qu'il pourrait juste passer dans le beurre et ne pas être repêché. Mais s'il est pour l'être, pour moi, d'après moi, ça risque d'être à partir des rondes 4 en descendant, là, dépendant, parce que ces gars-là, il suffit que tu aies une équipe qui l'a vu jouer, qui l'a bien aimé, puis qu'à partir d'un certain rang, à un moment donné, tu fais « Hey, pourquoi pas? » Fait que je pense que c'est un gars que s'il est repêché, il peut sortir à peu près n'importe où à partir de la 4e ronde. Mais c'est le genre de gars, tu sais, vous avez parlé dans le podcast avec Simon, des fois que tu as des équipes qui pourraient laisser descendre un joueur en se disant Hey, je pense qu'on peut l'avoir plus loin. Ben, je pense que lui, c'est le parfait exemple parce que je pense qu'il est un peu obscur, que plusieurs équipes l'ont peut-être même pas vu jouer. Fait que être une équipe de la Ligue nationale, c'est pas un joueur que je voudrais à tout prix nécessairement. Mais c'est un gars que je pourrais me dire, hey, je vais attendre de voir s'il descend, puis espérer d'aller tenter ma chance sur lui avec un choix plus tardif. Ouais, puis tu sais, je regardais sur Elite Prospect, il était du championnat mondial junior cette année, mais il a joué genre 3 matchs. Là. Fait que tu sais, Okay. il était-tu dans l'alignement principal? Ça, je ne pourrais le dire. Mais effectivement, le fait que c'est un joueur plus obscur pourrait glisser entre les doigts, ou une équipe, mettons, qui l'a remarqué comme tu l'as fait, pourrait se dire, ben, tu sais, moi, je sais que je l'ai classé dans mon top 60 des meilleurs espoirs à surveiller, mais considérant plein de facteurs, je pense que ce gars-là pourrait être disponible encore en 7e ronde. Je vais attendre en 7e ronde pour le prendre. Tu sais, fait que ça pourrait être ça un peu ce qu'on pourrait voir dans son cas. Là. Exactement. Puis tu sais, le même profil qui joue en Amérique du Nord ou de quoi, tu es un petit peu moins confiant qu'il descende, mais tu sais, je pense pas que même au championnat mondial junior, je pense pas que les équipes vont beaucoup s'asseoir pour voir jouer la Norvège. Là. Ils vont aller voir jouer ces gars-là quand ils jouent contre le Canada, contre les États-Unis, contre d'autres équipes, puis ils vont en profiter en même temps pour jeter un œil à ces gars-là. Mais je pense pas que les recruteurs s'en vont beaucoup s'asseoir pour voir un match Norvège-Kazakhstan. Pourtant. Pourtant. Alright, merci pour ce tour d'horizon de ce joueur obscur dont je ne prononcerai pas de nouveau le nom pour être sûr de ne pas le scraper. Mais le jeune Jorgen à surveiller pour les fin rondes repêchage 2025. Deuxième joueur que tu voulais nous parler, Seb, c'est un joueur de l'Armada. Un joueur que, honnêtement, tu sais, j'ai pas regardé énormément de matchs cette année. C'est pas une cachette. Je l'ai souvent dit dans le podcast. Mais match des remparts que j'ai assisté au centre Vidéotron contre l'Armada, honnêtement, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu dans sa façon de jouer. J'ai hâte que tu nous en dises plus. C'est Matteo Nobert. Oui. Ben moi, évidemment, c'est un gars que j'ai vu pas mal parce que j'ai regardé pas mal Carbonneau, que je pense que c'est pas une cachette que Carbonneau est un joueur que j'aime beaucoup cette année. Puis tu sais, Nobert, plus tôt dans la saison, les gens avaient tendance à dire un peu, ah, tu sais, il produit parce qu'il joue avec des bons joueurs, des choses comme ça, mais la vérité, c'est que Nobert, il a changé de trio,
je ne sais plus combien de fois depuis le début de l'année. C'est un peu le gars, au contraire, qu'on mettait avec d'autres gars pour stabiliser le trio, avec Carbonneau au début de l'année, où Carbonneau était peut-être un petit peu plus échevelé défensivement, moins impliqué, puis tout. Nobert était le gars qui venait un peu stabiliser son trio, lui donner des chances de s'en aller vers l'offensive sans que ça coûte trop défensivement. Il s'est promené beaucoup de chaises, puis il a produit avec tout le monde, puis il a aidé tout le monde à produire. C'est un excellent complément. Tu sais, Matteo Nobert ne sera jamais le gars qui va mener le jeu nécessairement, mais c'est un très, très bon complément. Encore une fois, là, vous allez voir que j'ai un petit peu des deux lignes directrices là, dans les joueurs d'aujourd'hui, mais encore une fois, un gars qui n'a pas beaucoup de drapeaux rouges puis qui coche beaucoup de cases. Défensivement, il est utilisé à toutes les sauces, protégé des avances, des avantages numériques. C'est un des hommes de confiance à Boisbriand. Puis, c'est ça, offensivement, il crée beaucoup de choses quand même. C'est pas le plus gros gabarit, mais il est quand même capable de tirer son épingle du jeu. C'est pas un gars qui se fait tasser à pu finir non plus. Il est bon en fond de territoire. Il est bon pour couper les lignes de passe. Puis, pas pire fabricant de jeu. C'est pas un élite, mais il se débrouille quand même très bien là-dessus. Bon tir, bon autour du filet. Fait que c'est ça, c'est un gars que je pense qu'on a eu tendance à négliger beaucoup en projetant son succès à cause de d'autres gars. Puis je pense qu'il est beaucoup plus il fait beaucoup plus partie du succès que des autres gars que l'inverse. Puis c'est ça la preuve que je disais tantôt, c'est que peu importe avec qui il a joué, il a gardé le même rythme. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas la chance de voir Nobert en série cette année. Là. Il s'est fait blesser par voyons, Desnoyers sur une mise en échec un peu tardive, là, semble blessé aux côtes, selon ce que j'ai lu. Fait que je ne sais pas si on va avoir la chance de le voir dans le parcours éliminatoire de l'Armada, malheureusement, parce que c'est un gars que j'aurais vraiment aimé voir dans un jeu très serré en série avec des grosses missions. Mais il m'en a montré assez cette année pour me convaincre. Un autre gars qui a ses chances en ce moment d'être dans ma deuxième ronde fortement. C'est une belle année pour la JMQ. C'est un peu pour ça que cette année, souvent, année après année, on aimerait ça parler un peu plus des gars, puis il n'y a pas toujours du contenu dans la JMQ, mais je trouve que cette année, il y a plusieurs gars qui sont intéressants à mesure qu'on va sortir. Ben, même dans la première ronde, on a quand même 2-3 d'intéressants. Puis à partir de la deuxième, on en a plusieurs aussi là, qui sont intéressants cette année dans la queue. Fait que c'est une belle cuvée. On a des Zachary Morin aussi, puis une coupe de gars qui, pour les rendre plus loin un peu, qui pourraient devenir intéressants. Quelques compléments d'informations concernant Nobert. Fait à noter, étudiant athlète au mois d'octobre, en début d'année. Des fois, ça peut paraître anodin, là, mais des joueurs qui ont la capacité de gérer leurs études en même temps que de maintenir des performances de qualité sur la patinoire, je trouve que c'est quand même un bon indicateur. On se souviendra d'Owen Beck qui avait reçu ce titre-là à son année repêchage du côté de la OHL. Puis on le voit, c'est un étudiant de la game, c'est un joueur très intelligent sur la patinoire. Fait que il y a des bonnes corrélations à faire pareil quand on voit des nominations comme ça. Et puis l'autre chose, c'est que je l'ai rapporté récemment sur tout sur le hockey, mais le Canadien a porté un très bon intérêt envers l'Armada de Blainville, puis avec raison. On s'entend, il y a Carbonneau, il y a Nobert. Ils ont aussi leur petit gardien de but. Là, le nom m'échappe, c'est toi qui m'en avais parlé, Seb, d'ailleurs. J'ai un blanc son nom. Non, c'est ça. On se souvient tout pas, mais bref, ça va assurément nous revenir. Mais bref, je pense tout de même que le Canadien a un certain intérêt envers Matteo Nobert, pareil. Même si je pense que l'intérêt de voir... C'était pas juste Donald Odette qui était là, dans les estrades de l'Armada, c'était aussi Nick Bobrov. Fait que, que le recruteur de la Ligue soit là, c'est totalement normal, c'est sa job, mais que le directeur du recrutement soit là dans la LHJMQ, c'est pas quelque chose qui est commun quand même. Fait que je pense qu'il y a eu des rencontres là aussi avec Nobert, il y a eu des rencontres avec Carbonneau. Fait que c'est clairement un joueur qui va être à surveiller autour du Canadien de Montréal. Le Nobert, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais on peut s'attendre à une sortie autour de quelle ronde, considérant que là, sa présence en série ne sera peut-être pas là. Ça va-tu y faire perdre des plumes un petit peu? Ben, je pense, en passant, c'est Vincent Gladu, là, ça vient de me revenir, le nom du gardien. Je pense que Nobert a un peu, malheureusement, le
le côté défavorable où les équipes boudent souvent les gars de la Q, puis tu as beaucoup de joueurs dans ce moule-là quand même. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes dans le même genre de joueurs qui vont privilégier des gars de d'autres ligues. Fait que je ne sais pas à quel point, il y a des équipes quand même qui aiment beaucoup les joueurs québécois. Si on pense aux Ducks, les Flyers ne détestent pas les joueurs québécois. Il y a des équipes qui aiment beaucoup ces gars-là. Fait que, moi, je verrais peut-être un Aubert en deuxième, troisième ronde avec les Ducks. Là. On sait comment Martin Madden aime beaucoup aller piger dans la Q. Mais ouais, je pense que c'est un gars qui a ses chances pour une deuxième ronde. Encore là, je le répète, dans une année comme cette année où c'est un peu, tu piges sur un gars que t'aimes à partir de là, puis t'as beaucoup de gars qui peuvent être dans le même sac un peu. Mais tu sais, c'est un gars qui pourrait aussi bien sortir en quatrième, cinquième ronde aussi. Parce qu'il n'y a rien non plus Je pense que ça dépend des équipes vont vouloir aller vers quoi. Est-ce que les équipes vont se dire hey, l'année est moins forte un peu, puis je m'en vais vers des gars que je pense qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale, ou les équipes vont être un peu plus comme hey, il y a moins de talent cette année, je vise les gars qui vont peut-être me rapporter un coup de circuit. Je pense que ça va se jouer là-dessus un peu. Puis je pense qu'on va voir assez vite vers quoi le repêchage se dessine en juin prochain, là, quand les joueurs vont commencer à sortir à partir de milieu première ronde. Je pense de 15 à 32, là, je pense que ça va nous donner un bon indicatif de le repêchage s'en va vers quoi. Là. Parce qu'à partir de là, je pense que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Alright, c'est ce qui fait le tour sur Matteo Nobert. Le prochain, premièrement, il y a une des variables les plus importantes pour être un bon joueur de hockey, et c'est son prénom. Deuxièmement, son nom de famille nous laisse sous-entendre qu'il y a peut-être une chance de se rendre au Hall of Fame de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que je me trompe? Ça va être à Seb de nous le dire. Cole. Quel Cole est pas bon au hockey? Et Temple. Va-t-il rentrer au Temple de la renommée, Seb, ce gars-là? Je vais dire, moi, c'est un gars que j'aimais bien, mais que plusieurs ne trippent pas dessus. Je vais te dire Cole Baudouin, qui n'est pas un fan de tout le monde. Ouais, mais il a été critiqué pas mal au dernier championnat mondial junior. Mais ouais, Cole Temple, écoute, il a commencé il a joué l'année passée, puis il a commencé la saison cette année dans le cimetière de talent à Regina. Mon Dieu, que cette équipe-là est mauvaise année après année. Là. Une chance qu'il y a eu un Connor Bedard pendant un bout. Mais ouais, il a puis ça, ils commencé. l'ont même pas encadré. Ils l'ont pas encadré non plus. Fait que tu sais, si je peux rajouter, là, je pense que c'est un problème profond d'organisation plus que d'autres choses. Là, quand on voit ce qui se passe année après année là-bas. Là, tu sais. Exact. On peut même pas parler d'une reconstruction là-bas. C'est un chantier permanent. Là. Il n'y a rien qui marche Exact. là-bas. Mais tu sais, justement, il est un petit peu dans l'ombre là-bas, un peu comme on a vu dans les dernières années aussi avec Tanner Hall, exemple. Puis il y a beaucoup de différences entre Tanner Hall et Cole Temple, puis il y a aussi beaucoup de similarités dans le sens où c'est des joueurs. En ce moment, là, Cole Temple, c'est un joueur qui a été changé depuis la date limite des échanges. Il est rendu avec les Silvertips de Everett. C'est un gars qui avait une production correcte, mais pas géniale non plus avec Regina parce qu'il n'y a rien qui se produisait à Regina, on s'entend. Mais c'est un gars qui avait des grosses missions défensives avec Regina, puis je le trouvais vraiment excellent, très, très bon en désavantages numériques, tout comme c'était le cas avec Tanner Hall. Un gars qui coupe beaucoup de jeux, très, très bon en désavantages numériques, très, très bon en pression adverse pour aller fatiguer l'adversaire. Tu sais, moi, Cole Temple, là, c'est un peu, tu sais, dans l'autobus, quand on était jeune, tu avais tout le temps un petit maudit fatigant, achalant, qui était tout le temps en train de te gosser puis de te picosser, là. C'est Cole Temple. Le petit gars que t'es content d'avoir dans ton équipe, mais que t'es pas content de jouer contre. Très bon patineur. C'est un gars qui comprend très bien la game. Tu sais, moi, si je devais décrire un peu Cole Temple, je te dirais que c'est jamais le chef d'orchestre, mais c'est un gars qui suit très bien la musique. Fait que, tu sais, mettons, si on parle d'un Pascal Dupuis qui avait joué à Pittsburgh, c'était assurément pas un joueur top 6, mais c'est un gars qui jouait très bien sur un top 6. Ben, c'est un petit peu ça que je vois avec Cole Temple. Depuis qu'il est arrivé avec les Silvertips, qui a été jumelé, il a joué beaucoup justement avec Carter Bear. Puis c'est un très bon complément qui est capable de s'ajuster à la vitesse du jeu puis à la compréhension du jeu de des joueurs beaucoup plus talentueux que lui. Donc, c'est un gars que même si ce n'est pas un talent de top 6, tu le mets sur un top 6, il te fait pas mal du tout, puis il est capable de compléter avec ces gars-là. Fait que c'est un gars qui pourrait te faire une saison de 45 points parce qu'il est dans une bonne chaise avec des gars très, très talentueux.
Puis c'est un gars que tu pourrais mettre sur un bottom 6 qui va t'amener peut-être pas beaucoup de points, mais qui va t'amener beaucoup d'autres choses, puis jouer dans des missions un peu plus obscures, mais très utiles aussi, sans nécessairement compter beaucoup sur le tableau. Depuis qu'il était à Everett, il y avait quand même des bons chiffres, roulait autour du point par match ou légèrement au-dessus du point par match dans ces eaux-là. Là, dans les 10 derniers matchs, ça a descendu un petit peu parce qu'évidemment, on a la blessure à Bear qui ne l'aide pas du tout. Là. Euh, mais ouais, puis tu sais, son gabarit peut être parfois problématique dans les batailles le long des rampes, mais il est là. Puis la plupart du temps, ça ne l'est pas, là, mais c'est sûr que de temps en temps, c'est un gars de 5 pieds 10, 170 peut-être. Là, fait que ça peut arriver contre des gros gars, des fois, qui se fait tasser un peu, mais il se relève, il continue. C'est vraiment pas un joueur périphérique. Au contraire, c'est un gars qui est toujours vers le filet. Il y a beaucoup de ses buts qu'il a marqués en récupérant des rondelles, en faisant dévier des tirs parce qu'il passait devant le but, pas froid aux yeux. Fait que, tu sais, il est dans l'ADN qu'on aime quand même beaucoup de ces petits joueurs-là, qu'on se permet des fois de surclasser un petit peu parce que justement, c'est pas des gars qui jouent petits puis qui se permettent d'aller jouer la game de la bonne façon. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois. Depuis qu'il est à Everett, il n'a pas eu vraiment la chance d'avoir des missions défensives. Fait que je pense que beaucoup de gens ne l'auront pas remarqué sur ce côté-là. Il est arrivé dans une des meilleures équipes au Canada. Là. Fait qu'évidemment, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de trous et qui n'avait pas besoin de lui pour patcher ces trous-là. Il a été ajouté un petit peu plus comme un complément à rajouter de la viande puis de la profondeur au niveau de cette équipe-là. Mais tu sais, je pense que c'est un joueur, justement, puis là, justement, on a la blessure à Carter Bear. Fait que je pense que c'est un gars, justement, qui est là pour, il t'arrive des blessures ou des pertes de certains gars, ben c'est un gars qui peut aller pallier beaucoup dans certains aspects pour que cette équipe-là soit capable de se rendre loin en série. Puis, tu sais, comme je dis, après, quand même un petit côté papier sablé, là, c'est un gars qui n'a pas peur d'aller dans le trafic après les mises au jeu, d'aller passer son gant dans le visage, d'aller passer ses messages. Fait que, ouais, un autre gars, tu sais, qui malheureusement, à cause du gabarit, va peut-être descendre un peu parce que souvent les équipes des joueurs qui sont comme ça, souvent ils vont privilégier les gars qui ont un petit peu plus de gabarit. Mais je pense qu'il y a peut-être une petite coche de talent brut de plus dans son jeu au niveau des mains, au niveau du tir. Bon fabricant de jeu, tu sais. Je trouve que c'est un bon joueur offensif qui est juste, à qui il manque peut-être une petite coche, mais comparativement à beaucoup de joueurs dans le même range, dans le même moule un petit peu, qui apportent la même chose, ben, je pense que le niveau de talent brut de Cole Temple est peut-être une petite affaire plus élevée là, que les autres gars dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Là. On prévoit une sortie autour de quelle ronde, Seb, selon toi? C'est un gars qui risque de se frayer un chemin dans ta liste finale, haut, bas, sans nécessairement dévoiler. J'imagine que tu n'as pas commencé à dresser ta liste finale, mais on pourrait le projeter où à peu près d'ici la fin de la saison? Ben, contrairement aux deux autres, moi, lui, c'est un joueur qui est pas mal sûr d'être dans mon top 64. Je pourrais pas dire en ce moment est-ce qu'il risque d'être dans le début, dans le fin, dans le milieu, dans le fin de ma deuxième ronde parce que j'ai trop de gars que j'ai besoin de revoir en ce moment dans ma deuxième ronde. Mais c'est un joueur qui est pratiquement sûr d'en faire partie parce que, comme je dis, il y a la coche offensive de plus. Je vois beaucoup moins un Matteo Nobert ou un Smir parvenir à jouer sur un top 6. T'sais, oui, je pense que Nobert pourrait être dépanné, mais je le vois moins un peu l'ADN Pascal Dupuis que je parlais tantôt, là, de te dire, tu le mets avec des bons joueurs, il est capable d'y aller. On a eu Petlik à Montréal aussi qui a fait ça un peu pendant un bout, là, ce genre de joueur-là que tu dis c'est clairement pas un gars top 6, mais qui réussissait à amener quelque chose le bout qu'il a joué sur un top 6. Un Raphaël Harvey-Pinard, pendant un certain temps, ça a fonctionné, puis c'est clairement pas un joueur top 6. Fait que ce petit côté-là de plus que je vois sur Cole Temple, je le vois peut-être moins sur des Nobert et des Neusmir. Fait qu'encore là, c'est une ligue qui est beaucoup plus en vogue peut-être au niveau de la WHL, mais le gabarit risque de faire mal. De moins en moins, les équipes sont frileuses avec ces gars-là, mais sont souvent moins frileuses sur les gars très, très talentueux, plus que sur les gars d'énergie qui vont être capables de jouer comme ça. Mais c'est ça, un autre gars que je pense que troisième, quatrième, cinquième ronde. Bon, probablement plus quatrième, cinquième. Au moins, il y a la chance en ce moment qu'avec Everett, il va se faire voir beaucoup plus parce que je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui allaient voir les Pats cette année. Là. Donc, Non, assurément, son exact. chance Puis, va c'était. l'aider. Ouais, ben c'est ça, c'était pas mal la prochaine question. Puis, je regarde les stats, on voit clairement une production
nettement supérieur à Everett que du côté des Pats. Puis on peut comprendre qu'il était moins entouré du côté de Regina. Mais surtout que les recruteurs vont venir voir des gars comme Carter Bear, comme Landon Dupont pour Everett. Fait que forcément, il va rentrer encore plus dans le radar là, des formations. Fait qu'effectivement, ça va être intéressant à suivre, voir s'il va prendre une certaine coche pour le prochain repêchage. Ouais, puis tu sais, je trouve toujours ça un peu facile des fois de dire ah, mais tu sais, il produit parce qu'il est avec tel gars. Puis oui, c'est vrai, c'est sûr que quand tu joues avec des meilleurs joueurs, ça t'aide beaucoup, mais faut toujours bien que tu la mettes dedans, rondelle, pareil. Là. Puis tu as des gars que même avec des bons joueurs, ne sont pas capables de la mettre dedans puis de suivre ces gars-là pareil. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu une lame à deux tranchants où oui, il faut prendre ça en considération à se dire je prends les chiffres, mettons, avec un grain de sel. Mais maintenant, comment il joue avec ces gars-là? Est-ce que vraiment c'est le gars qui fait pas grand-chose, puis qui se place à côté du but, puis qui ramasse des garbage tout le temps parce que les autres font un travail pour lui ou est-ce que c'est un joueur qui est un complément des deux autres, puis qui est capable de suivre le tempo? Là? Puis pour moi, tempo, ben, il est capable à 100% de le faire. Là. Puis il n'était pas mal entouré à Regina, il n'était pas entouré, il y avait juste personne Ouais, c'est avec ça. lui. Encore plus depuis que Tanner Hall n'est plus là. Puis tu sais, on s'entend que les équipes de la Ligue nationale regardent ce qu'un joueur va offrir sur la patinoire, puis ils vont le placer de manière à ce qu'il soit dans une position de succès. Tu sais, si on identifie Cole Temple comme un joueur, clairement que ça va être un complément, un très bon complément qui est capable. Tu sais, ça en prend des joueurs qui sont capables de jouer avec des talents élites. Tu le mentionnais avec Pascal Dupuis. C'est pas tout le monde là, qui est capable de jouer avec un Sidney Crosby. C'est pas tout le monde qui est capable de jouer avec un Connor McDavid. Mais si tu as des gars que, à leur année repêchage, tu les identifies comme des compléments capables euh, de compléter des joueurs élites comme ça, ben c'est bien certain que si tu le repêches pour ça. Tu le sais que c'est pour ça. Si tu le places dans une situation où ça va être lui ta locomotive sur ton trio, ben là, rendu là, c'est pas ton repêchage le problème, c'est ton identification du joueur dans lequel rôle tu vas lui donner. T'sais. Fait c'est un peu la mentalité. T'sais. Si tu repêches un Cole Temple en te disant c'est lui qui va driver mon premier trio, ben c'est peut-être pas la sélection qui est problématique, c'est ton évaluation du rôle que tu en fais par la suite. Ouais, puis tu sais, ce qui est encourageant, c'est que on a des preuves de succès avec des joueurs dans le même moule dans les dernières années qui ont un peu été boudés, ignorés, puis qu'après ça, tu regardes quelques années après. Puis évidemment, le pourcentage de ces gars-là n'est pas élevé, mais tu as quand même une chance. Puis de toute façon, quand tu sors de la première ronde puis de la deuxième ronde, on s'entend que c'est une game de poker. De toute façon, tu espères avoir pigé les bonnes cartes, puis ça peut fonctionner comme ça peut pas fonctionner, mais tu regardes des Yannick Gourde, tu regardes des Jonathan Marchessault, qui sont des joueurs à peu près de gabarit similaires, avec des styles de jeu qui pourraient s'apparenter sur certains points. Ben, je me dis pourquoi pas prendre ces gars-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de talent pour te dire, hey, j'espère aller frapper un coup de circuit parce que je pense que ça va être un gars qui va me faire 70 points. On n'est pas là. Mais je me dis, si, mettons, c'est un gars qui t'amène pas tant d'offensive, mais qu'il y a le côté très bon défensivement aussi, ben, au pire, ça ne marche pas offensivement. Puis même s'il finit sur ta quatrième ligne et qu'il joue dans la Ligue nationale, tu le repêches en quatrième ronde, tu as réussi ton choix. Là. Exact. Alright, merci Seb pour ce petit tour d'horizon sur Cole Temple. On va passer maintenant à un attaquant québécois. En fait, il reste deux attaquants québécois dans les joueurs que tu voulais nous présenter pour ce podcast-là. Et c'est un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda et j'ai nommé Rémi Gélina. Ouais. Premièrement, Rémi Gélina, il a un parcours vraiment très atypique. Là. De un, c'est un overager. Je ne suis pas un fan en général des overagers, personnellement. Mais dans son cas, il y a quand même un petit quelque chose. C'est probablement pas, honnêtement, un gars que j'irais chercher avant genre la septième ronde, là, dû au fait que c'est un overager, que c'est pas le plus gros gabarit aussi. Mais 25 buts en 32 matchs dans la Q. C'est un gars qui n'a pas commencé son année dans la Q. Il jouait pour les Hawks les Hawks de Hawkesbury. Dur à prononcer. Qui est, à mon avis, là, l'équivalent de Junior 3A un petit peu là, en Ontario. Évidemment, là-bas, je pense qu'il y a plus d'un but par match. Là.
détruisait 27 buts en 26 matchs là-bas, 50 points en 26 matchs. Là, fait que c'est sûr qu'il était trop fort pour la Ligue. Oui, il y a des choses à prendre en considération. Il arrive avec une très bonne équipe, avec des très bons joueurs. Sterner a été séparé du trio avec Antonin Vero et Bill Zonon pour, à un moment donné, donner un petit peu de talent pour jouer avec Rémi Gélina. Puis honnêtement, c'est un gars au début que j'étais comme OK, peut-être plus un gars qui produit sur l'avantage numérique. Il est bien placé, il est à la bonne place au bon moment. Mais tu sais, cette touche-là de marqueur, tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis plus je montais mes visionnements, évidemment, c'est un gars que je voyais en regardant Zonon au début, à qui je prêtais pas tant d'attention, mais à un moment donné, je le voyais à force de regarder Zonon, puis j'étais comme, il y a cette espèce de timing-là que les marqueurs ont, de toujours être à la bonne place au bon moment, puis de prendre la bonne décision sur un tir, une passe pour être capable de la mettre dedans. Très bon tir, toujours le bon choix de tir. Tu sais, des fois, c'est pas tant la puissance, mais c'est dans quel coin tu vas l'envoyer pendant que le gardien se déplace, le timing que tu vas avoir pour un tir sur réception, ses décisions au niveau offensif sont bonnes. L'implication est là. Physiquement, c'est pas facile, honnêtement. Là. C'est un gars de 170. Des fois, les gars de 170 sont pas super plus solides, mais lui, c'est un défi, honnêtement. Puis le fait que c'est un overager avec un problème un peu physique me dérange. De où je dis que il y a quand même des choses beaucoup qui me dérangent dans son jeu, que c'est pas un gars que j'irais chercher de bonne heure. De toute façon, je pense pas que c'est un gars qui va être très en vogue au niveau du repêchage. C'est peut-être plus le genre de gars que t'invites à un camp d'entraînement par après qui risque pas d'être repêché. Honnêtement, je pense pas qu'il va être repêché. Là. Mais tu sais, 7e ronde où tu n'as plus grand-chose à perdre, là, je me dis pourquoi pas, tu es sûr de sécuriser que ce gars-là, il y a un essai avec ton équipe, puis au pire, tu le signes pas, puis il est libéré 2-3 ans après parce qu'il n'a pas signé de contrat. Mais ouais, puis tu sais, il maintient la cadence parce qu'au début, il a commencé, puis tu es comme OK, il y a un très bon début. OK, il joue avec des bons joueurs. Là, à un moment donné, il joue avec des moins bons joueurs, mais il y a met dedans tout le temps pareil. Là, on lui redonne Sterner, fait qu'évidemment, ça va mieux. Puis gros rythme depuis le début. Là. Comme je disais tantôt, il y a quasiment un petit peu en bas d'un but par match, 42 points en 32 matchs. Moi, je pense que c'est un gars qui aurait peut-être dû avoir sa chance avant. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas eu, mais ça fonctionne très bien. Puis, c'est un gars aussi, tu sais, c'est pas un joueur que tu vas repêcher pour sa défensive ou pour remplir des missions de ce cas-là, de ce côté-là. C'est un gars vraiment que tu vas repêcher parce que tu penses qu'il peut t'amener beaucoup d'offensives. Mais il n'est pas un fardeau défensivement. C'est pas un gars qui triche, c'est un gars qui se replie. Fait que c'est pas des drapeaux rouges de ce côté-là. Pour moi, c'est vraiment l'âge, le gabarit, le fait qu'il y a des raisons probablement pour lesquelles il n'a pas eu sa chance avant. Mais tu en as quand même des late bloomers là, qui vont éclore un petit peu plus sur le temps. On regarde Florian Djekai, comment ça va bien cette année. Là, on a un petit peu niaisé avec ça au début à dire la licorne, mais là, on l'a un peu d'en face parce que ça ne veut pas dire que Djekai va jouer dans la Ligue nationale et être excellent, mais si on veut être honnête, il fait très, très bien avec le Rocket cette année. Là. Fait qu'on n'est pas pantoute dans le même profil, mais des. Puis on a parlé beaucoup, le même. Encore là, je vais prendre l'exemple de Montréal parce que c'est l'équipe qu'on sait qu'ils le font beaucoup, mais Montréal a repêché plusieurs overagers dans les dernières années. Puis, tu sais, on peut pas dire que ça a été un franc succès, mais on peut pas dire non plus qu'ils se trompent. Tu sais, des Engstrom, puis des joueurs comme ça, en ce moment, ben, ils donnent un coup de main à ton club école. Puis, si tu es mal pris en cas de blessure, tu as des gars qui sont un peu à cheval entre les deux, que tu te dis, ben, peut-être. Fait que je me dis, du développement dans quelques années, un gars qui commence à faire de mieux en mieux malgré ses 19 ans, ben pourquoi pas quand tu arrives là au niveau de la 7e ronde, ou comme je dis, au pire, tu lui donnes un essai professionnel au prochain camp d'entraînement ou cet été à un camp des recrues, tu l'évalues dans un calibre supérieur pour voir qu'est-ce qu'il peut te donner, puis tu n'as rien à perdre. Mais c'est ça. Pour moi, c'est 7e ronde ou contrat d'essai, mais c'est pas un gars sur qui je gaspille en guillemets un pic en 4e ronde, là, parce que c'est vraiment une grosse tentative de coup de circuit dans son cas. Dans le cas de Rémi Gélina, tu parlais du fameux parcours atypique. C'est un gars qui va avoir 20 ans au mois de mai. Il est passé par la CCHL, là, qui est la ligue là, que tu parlais, qui peut s'apparenter au Junior 3A. Il a également joué des matchs dans la BCHL, un petit peu moins produit quand même.
Parce que la BCHL est réputée pour être de moins bonne qualité que les ligues de la Ligue canadienne. Puis là, on voit, tu sais, Rémi Gélina n'a pas nécessairement marqué des buts. Là, on parle de 3 buts en 14 matchs, puis 3 buts en 16 matchs dans une autre formation. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il bénéficie beaucoup, beaucoup de ses coéquipiers? Je sais qu'on en a parlé, qu'on le changeait de trio et que ça fonctionnait bien. Parce que clairement, on a un écart marqué là, entre sa production de la BCHL et de la LHJMQ. Là. Ben, premièrement, je pense que la BCHL, c'était l'année passée, puis je pense qu'il a blowé vraiment beaucoup plus Ouais, c'est cette l'année année. passée. Ouais. Je pense que ça, c'est une des choses qui peut expliquer. L'autre chose, c'est que la BCHL, c'est un petit peu comme quand on regarde la MHL. Tu as des clubs qui sont beaucoup supérieurs aux autres. T'sais, on a 2 clubs qui vont se joindre, là, justement. Les Vies, on a eu des bons joueurs dans les dernières années là, avec les 2 frères Nadeau, puis avec Edard Souniev. Puis on a des gars qui ont sorti de là un petit peu. Makar a joué là. Sauf que je pense que ça dépend un petit peu de l'équipe avec laquelle tu tombes. Fait qu'est-ce que. Puis là, évidemment, c'est très hypothétique, mais est-ce que, mettons, si Rémi Gélina avait joué, parce que moi, les Nanaimo Clippers puis les Powell River, j'ai pas vu jouer ça souvent. Là. Fait que, mettons qu'il avait joué dans la BCHL, mais avec les V's, est-ce qu'il y aurait les mêmes chiffres? Ce serait à voir, évidemment, on ne le sait pas trop. Mais ça peut expliquer, ou comme je dis, c'est peut-être juste le fait que c'est un late bloomer, tout simplement, qui est arrivé là. Puis oui, il joue avec des bons coéquipiers, c'est clair. Mais il y a un autre joueur qui jouait dans son équipe cette année, qui est allé jouer, si je ne me trompe pas, avec l'Armada, qui joue avec des très bons joueurs aussi, puis qui ne fait pas du tout ce que lui il fait. Puis pourtant, c'est un gars qui est niveau stats avec au niveau du 3 ontarien, ça pouvait se comparer quand même. Fait que, oui, tu as l'équipe, mais comme je dis, il y a des choses quand tu le regardes jouer qu'il y a un instinct de marqueur quand même qui ne s'apprend pas. Il y a le tir d'un marqueur, il y a le timing d'un marqueur. Il ne marque pas juste sur son tir. Là. Il est tout le temps, il est proche du filet pour un retour, pour une déviation. Il y a vraiment cet ADN-là. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'apporter ça au prochain niveau? Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est que je pense qu'en blowant tardivement un peu comme ça, je trouve que ça devient un avantage un petit peu qui va avoir ses 20 ans prochainement parce que c'est un gars que tu peux l'amener dans la Ligue américaine tout de suite l'année prochaine. Puis je pense que c'est là que tu vas pouvoir évaluer ces choses-là. Fait que tu sais, de où je dis, tu pognes ce gars-là, mettons, tu l'essayes dans un camp avec des gars de la Ligue américaine ou des gars plus de son âge, là, quand on enlève les 16, 17, 18 ans de la Ligue, tu le mets avec des gars qui sont peut-être un pas d'avance, puis tu vois comment il va se débrouiller là-dedans. Ben, à partir de là, ça te donne la chance de, tu sais, parce que tu peux lui donner au pire un contrat de la Ligue américaine d'1 an pour pouvoir l'évaluer. Puis écoute, ça fonctionne, tu lui donnes un contrat 2 volets, ça fonctionne pas, tu n'en donnes pas, mais genre de gars que je pense que tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu sais, puis si je me trompe pas, je parlais tantôt de Raphaël Harvey-Pinard, ben c'est pas justement un choix de 7e ronde overager, Raphaël Harvey-Pinard? J'ai pas cette mémoire-là. Pour l'Overager, c'est un choix de 7e ronde, effectivement, mais je me souviens pas. Je vais aller te checker ça à l'instant. Bref, le lien que je veux faire, c'est juste que rendu là, t'as pas rien à perdre pour une équipe. Puis tant qu'à moi, encore moins si t'es le Canadien de Montréal qu'en 7e choix, tu vas chercher un joueur québécois qui, au pire, joue pour le Rocket. Si ça marche pas, ça marche pas. Là. Et si il fait signer un contrat d'essai d'1 an avec le Rocket, t'as pas grand-chose à perdre, je pense, rendu là. Au pire, tu l'envoies à Trois-Rivières, puis t'as essayé ton coup, puis ça n'a pas marché. Là. C'était sa 2e année d'admissibilité, Raphaël Harvey-Pinard, pour le repêchage. Ouais, fait que c'est ça, c'était un Puis overrager. Pas ouais, autant, exact. mais il était Puis pour overrager. conclure, ouais, c'est ça, exact, mais c'était pas sa première année d'admissibilité. Dans le cas de Rémi Gélina, pour conclure, en fait, l'attaquant, il est. Je cherche tout le temps le mot là, en français, là, mais il y a un commit. Il s'est commis. Il s'est Ouais. engagé, voilà. Il s'est engagé avec Clarkson University dans la NCAA. D'où la raison pourquoi, j'imagine, a rejoint les Huskies de Rouyn-Noranda.
en jouant dans des ligues comme la BCHL, la CCHL, on se rappelle avec l'entente qui sera plus valide à partir d'août, là, mais il ne voulait pas perdre son admissibilité à jouer dans la NCAA. Maintenant, avec la nouvelle entente, il pouvait rejoindre la GMQ et c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai comme l'impression que dans l'optique où Rémi Gélina ne sortirait pas au repêchage de la Ligue nationale, ça pourrait être un gars à surveiller. Il y a tout le temps des gros noms. Il y a tout le temps des agents libres à la fin de leur passage dans la NCAA qui attirent l'attention des équipes professionnelles. Dans le pire des cas, puis c'est vraiment pas le pire des cas, on s'entend parce que tu vas décrocher un contrat, mais si jamais ça ne fonctionne pas au repêchage 2025, ben il y a quand même cette opportunité-là de devenir un agent libre convoité via la NCAA dans 2 ans ou peut-être 3 ans. Là je ne sais pas exactement combien d'années il va pouvoir jouer dans la NCAA, mais ça sera surveillé assurément là, pour les prochaines saisons. Ouais, c'est un excellent point que tu amènes. Je n'avais pas fait le rapprochement, honnêtement, parce que j'ai vu tantôt qu'il avait été commis à Clarkson. Puis effectivement, ça explique, je disais tantôt là, pourquoi il n'a pas joué avant avec les Huskies. C'est vrai, je n'avais même pas fait le lien. Puis l'autre côté, qui devient intéressant à ce moment-là, c'est que s'il s'en va à Clarkson, là, ce serait à vérifier, étant donné qu'en ce moment, il est dans la LHJMQ. Mais est-ce que ça te donne 4 ans pour le signer ou est-ce que, vu qu'il a été repêché en tant que joueur de la JMQ, mais ça pourrait être un peu une épine dans son pied, dans le sens où, justement, les équipes pourraient dire, je le repêche pas si, advenant, j'ai 2 ans pour le signer. Peut-être que les équipes diraient, je le repêche pas, puis au pire, je m'en vais le chercher une fois en NCAA, ou est-ce que j'ai plus de temps pour aller signer ce gars-là, ou essayer tout simplement de le signer comme joueur autonome, éventuellement, dans 2 ans, 3 ans, si la progression se poursuit dans la même veine, là. Mais je pense que c'est un joueur qui va bien fitter en NCAA, honnêtement. Là. Ouais, puis Clarkson n'est pas un mauvais programme. Puis il y a un certain Jean-François Houle, l'ancien entraîneur du Rocket, qui entraîne là-bas. Mais tu sais, pour l'aspect de la fenêtre de signature, c'est vraiment, il y a une rencontre pour la convention collective le 1er avril. Puis de ce qu'on s'est fait dire là, par la bande, c'est que la Ligue nationale aimerait ça conclure ce point-là avant justement le repêchage, là, pour que les équipes soient éclairées. L'entente tombe en août. Puis là, les équipes, est-ce qu'on boude en quelque sorte les joueurs de la CHL? Comment qu'on s'enligne, les joueurs qu'on a déjà repêchés, comment ça fonctionne pour les contrats? C'est vraiment un gros point qui va être discuté le 1er avril qui s'en vient. Là. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu comprendre, les agents de joueurs n'ont aucune idée là, présentement de comment ça s'enligne. Fait que ça va être à suivre pour cet aspect-là. C'est que si jamais ça modifie, c'est qu'il va falloir que ton nombre de joueurs avec des contrats signés dans l'organisation soit probablement modifié parce qu'à un moment donné, si tu as, mettons, 4 ans au lieu de 3 pour signer tes joueurs, ben, il va falloir que tu puisses évaluer tes joueurs probablement sur plus longtemps un peu sur ton nombre de contrats avant de pouvoir prendre des décisions pour que ça soit fair pour tout le monde. Parce que sinon, tu risques de laisser tomber celui qui arrive à échéance de son 3 ans versus l'autre qui a encore une année de plus pour l'évaluer. Ou... Ça va être intéressant de voir comment il jongle avec tout ça. Yes. Un petit dernier, Seb. Et c'est encore une fois un joueur de l'Abitibi encore. On a les Huskies d'un côté avec Rémi Gélina. On a les Foreurs de Val-d'Or de l'autre côté. Philippe Veilleux, attaquant, ailier et influenceur. J'aurai l'occasion de rajouter ce point-là. Des Foreurs de Val-d'Or, c'est un gars qui commence tranquillement à faire parler. Là. Il y a eu quelques textes à son sujet. Mais qu'est-ce que ça dit sur la patinoire, Seb, dans le cas de Philippe Veilleux? J'imagine que tout le monde se rappelle Jordan Dumais. Pour moi, sur la glace, j'ai l'impression de voir beaucoup de similarités avec Jordan Dumais au niveau des qualités et des défauts. Évidemment, je ne me lancerai pas trop dans le côté attitude parce que moi, Jordan Dumais, c'est un gars que je détestais en entrevue puis tout ça, puis que je trouvais qu'il avait l'air baveux, arrogant puis tout. Puis on a eu les histoires après d'alcool au volant et tout qui ont sorti puis tout. Fait que,
on n'est pas là du tout de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant avec Philippe Veilleux, là, mais sur la glace, même genre de flair, encore une fois, le gars qui est toujours au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas un tir à tout casser, pourtant il réussit à la mettre dedans tout le temps. Fait qu'il la place bien malgré qu'il n'y a pas la plus grosse vélocité nécessairement tout le temps dans son tir. Très, très intelligent sur la glace. Pas un grand patineur, c'est vraiment le gros défaut dans son jeu en ce moment. S'il peut prendre une bonne coche là-dessus, on va être ailleurs. Puis je pense que ça risque de lui nuire beaucoup au repêchage, combiné avec le fait que c'est un joueur de petit gabarit à 5 pieds 9. Mais à quelque part, il faut que tu fasses quelque chose de bien, là. C'est le deuxième meilleur pointeur de la LHJMQ en ce moment derrière Carbonneau. Donc, tu sais, il est devant des gars comme Desnoyers, Antonin Véro, puis Antonin Véro en ce moment, là. Fait que, tu sais, il faut qu'il fasse quelque chose de très bien. Il y a eu une période, il y a pas si longtemps, le mois passé, là, c'était des. Je pense qu'il a fait quelque chose comme 20 quelques points en quelques matchs. Là, c'était ridicule, là, des matchs de 4, 5, 6 points enchaînés un après l'autre. Il était partout sur la glace. Tu sais, encore là, un joueur qui avait tendance à tricher beaucoup, qui commence de plus en plus à revenir, à s'impliquer dans son territoire, à jouer une game qui se rapproche plus d'un jeu professionnel au lieu de junior. Assurément, tu sais, c'est des gars qui se le font dire à un moment donné, tu sais, t'as déjà deux prises contre toi un petit peu, donne-toi des chances à un moment donné pour que les équipes veulent venir te chercher. Mais encore là, les points ne rentrent pas tout seuls, là. Oui, il y a une bonne équipe avec lui quand même, Veilleux. C'est pas une mauvaise équipe euh, avec laquelle il joue à Val d'Or, mais il est toujours de tous les combats offensifs. Tu sais, si tu regardes une feuille de match le soir de Val d'Or, Philippe Veilleux va apparaître à côté de quasiment tous les buts qui ont été marqués dans son équipe. C'est un gars qui est bon en récupération de rondelles dans le fond de territoire, un excellent chef d'orchestre sur l'avantage numérique, un gars qui est capable de masquer ses intentions. Tu sais pas tout le temps, tu sais, est-ce qu'il va tirer, est-ce qu'il va passer, qu'est-ce qu'il va faire. Il est très, très imprévisible d'une séquence à l'autre, puis je pense que c'est pour ça qu'il connaît autant de succès. Difficile à affronter. Impliqué, c'est un gars, comme je disais, c'est pas un grand coup de patin, mais l'effort est là pour revenir vers son territoire. Fait que, tu sais, pour moi, si je suis l'agent de Philippe Veilleux en ce moment, là, c'est cet été, tu fais du power skating non-stop. Travaille là-dessus, c'est la coche qui te manque pour que ça fonctionne au plus haut niveau. C'est la chose aussi, comme je disais, que je pense qui va le faire descendre au repêchage. Tabarouette qu'à un certain point, quand tu as un gars qui est capable d'amener de l'offensive comme ça, jusqu'où tu le laisses descendre? C'est ça la question que je me pose. Moi, c'est un gars que je le prends assez rapidement dans le repêchage, à partir à quelque part en deuxième ronde, là. Je me dis pourquoi je le prends pas, puis j'essaie de travailler avec ses forces puis ses faiblesses. Tu as des coachs de développement de toute façon dans les équipes. Il y a un côté qui risque d'aller chercher tout seul avec la maturité physique aussi, à aller chercher un petit peu de grandeur, un petit peu de poids. Mais il y a assurément des choses dans le jeu de Philippe Veilleux qui ne s'achètent pas. Puis tu sais, il y a probablement une des meilleures paires de main du repêchage. On a vu passer des vidéos de quand il était jeune, puis qu'il avait fait des vidéos pour, je pense que c'était un concours ou quelque chose de même, là, mais il faisait des trucs de feinte à la Pavel Barber un peu, puis tout. Fait, excellente paire de main dans son cas. Il peut déjouer quelqu'un dans une cabine téléphonique là, pour faire une mauvaise traduction de l'anglais, là, d'Angle in a phone booth. Puis c'est ça, fait qu'il y a vraiment beaucoup de qualité offensive dans son jeu. C'est ça, encore là. C'est sûr que quand on sort de la première ronde, à un moment donné, on rentre un peu dans à quel point une équipe l'aime puis est prête à le laisser glisser ou à acheter son dévolu sur lui. Fait que tu sais, je pense que Philippe Veilleux pourrait avoir une chance de sortir, mettons, à quelque part en deuxième ronde. Autant que je pense que c'est un gars qui peut glisser beaucoup. Lui aussi, malheureusement, il y a le préjugé défavorable de la Q qui joue contre lui. C'est un gars de 5 pieds 9. Fait que, tu sais, c'est un gars qui peut glisser beaucoup aussi. Mais moi, si je suis une équipe à un certain point puis que je vois qu'il commence à descendre, tu sais, moi, je vais le classer fort probablement en deuxième ronde. Est-ce que je le prends en deuxième ronde si je suis une équipe? Ben là, ça dépend d'une équipe à l'autre. Moi, assurément, oui, là, dépendant toujours de qui est sur le tableau. Mais tu sais, si je suis une équipe et je le regarde aller, jusqu'où je le laisse descendre à regarder les autres joueurs sur ma liste, puis que je me dis, hey, j'ai un gars qui pourrait peut-être jouer un jour sur mon top 6, ou j'ai la chance d'aller chercher un gars que je me dis, ben, il y a peut-être une chance un jour qu'il m'aide sur une quatrième ligne. Essaye-le à un moment donné, je pense, là. Puis mettons, tu sais, je prends la balle au bon. Philippe Veilleux, classé dans ta deuxième ronde.
tu vois comment le repêchage se déroule et tout, et tu te dis, ouais, un petit attaquant comme ça, ça pourrait glisser jusqu'en cinquième ronde, mettons. Est-ce que tu prends la chance de te dire, on va aller repêcher Philippe Veilleux, quatrième, cinquième ronde, ou si vraiment là, son potentiel te fait dire, moi, en deuxième ronde, là, je vais vraiment mettre la main sur ce joueur-là, quitte à sacrifier un autre joueur? Deuxième ronde, je pense que peut-être que ça risque d'être difficile parce que, tu sais, évidemment, là, tu as tout le temps une liste puis un tableau de qui est là, mais considérant que tu as toujours des gars que tu avais peut-être fin de première ronde qui sont encore disponibles rendus à ton choix de deuxième ronde, je pense que ça devient peut-être un petit peu plus difficile. Mais troisième, tu sais, puis évidemment, comme je dis, c'est toujours une question de qui est où. Tu sais, mettons, Montréal disait qu'il y avait Lane Hudson, parce que vous en avez parlé en podcast il n'y a pas longtemps. Montréal disait qu'il y avait Lane Hudson en première ronde. Il arrive, ton dernier choix de la deuxième ronde, il est là. Ben, tu sais, la question, elle se pose pas. Fait que je pense que c'est toujours une question d'équipe, de qui t'as à quel endroit, puis de qui est encore là. Mais c'est dur à dire en ce moment parce que, comme je dis, j'ai pas travaillé tant que ça ma deuxième ronde en ce moment. J'ai encore besoin de monter mes views sur ces gars-là. Je sais que Philippe Veilleux va être dans ma deuxième ronde, mais je ne sais pas si c'est un gars qui va être 56e ou si c'est un gars qui va être 34e. Je lance des chiffres comme ça, mais je veux monter encore, je veux revoir les gars autour. Puis, mais c'est ça, c'est à partir de la troisième ronde, je pense que les chances que tu aies beaucoup de gars qui sont encore là sur ta liste, qui ont ce niveau-là, ou qui pourraient avoir ce niveau-là, mettons, offensivement, je pense qu'il risque de ne pas en avoir tant que ça. Mais on est dans une année où, comme on disait, ça peut un petit peu partir de toutes les barres. Là. Tu vas peut-être voir des gars que le monde voyait partir en cinquième ronde, qu'à un moment donné, il va sortir 42e, puis ça va peut-être brasser pas mal de choses dans la soupe. Fait que j'ai l'impression que les listes vont être très, très, très différentes, puis qu'une équipe pourrait avoir Philippe Veilleux en début de deuxième ronde, puis qu'une autre équipe pourrait l'avoir no draft. Tu sais, as des équipes que en bas de 5 pieds 11, là, c'est même pas sur notre liste, c'est no draft. Fait que, puis tu as des équipes qui ils mettent même pas de joueurs de la ligne de la JMQ sur leur liste, en dehors peut-être des gars que tu vois dans la première ronde. Tu as des équipes qui vont avoir sur leur liste probablement des Carbonneau, des Noyers, qui vont avoir peut-être Belzonon, tu vas avoir une couple de gars comme ça, puis qu'après ça, ça va être comme, ben non, les autres gars, moi, je les classe pas, là. Ouais, puis par rapport à ça, tu sais, je trouvais intéressant un récent article que j'ai consulté. J'aimerais ça dire c'est qui l'a écrit. J'ai en tête Kevin Dubé, là, mais je sais que je l'ai lu sur le Journal de Québec. Là. Comme quoi la LHJMQ avait encore cette espèce de réputation-là au sein des recruteurs de produire des petits joueurs. Puis ça nuit à la Ligue de vraiment se tourner vers le développement des petits joueurs. Puis ça vient un peu avec ce que tu viens de mentionner. C'est qu'il y a clairement des équipes qui font, moi je repêche pas dans la GMQ des petits joueurs, ça se développera pas nulle part. Ils ont déjà atteint leur plafond de talent. On touche pas à ça. Fait que, tu sais, effectivement, il y a des équipes, c'est pas la totalité des équipes, mais il y a des formations qui sont absolument pas portées à repêcher du côté de la LHJMQ. Puis tu as frôlé aussi le sujet, Seb, mais Pavel Barber, qui est un compte Instagram de ce que j'ai pu voir là, de skills puis de maniement de rondelles. C'est un peu pour ça que je parlais de Philippe Veilleux au niveau de l'influenceur. C'est que dans le fond, là on le voit à l'écran. Je parlais de ses mains tantôt, vous pouvez voir un peu. Là. Ça, il devait avoir comme. Je parlais de ses mains tantôt, vous pouvez voir un peu. Je pense qu'il y avait genre 12-14 ans là-dessus. Là. Ouais, il avait 13 ans au moment parce que ceux qui sont sur YouTube voient les images. C'est un reportage qui a été fait par Andy Mailly-Pressoir de TVA Sport. Puis dans le fond, là, l'attaquant avait 13 ans, puis là, je vais l'enlever parce que ça me joue dans les oreilles, puis ça me tanne. Mon cerveau, il est portionné en deux. Mais dans le fond, là, l'attaquant avait 13 ans, puis il a fait des vidéos sur Instagram là, de skills comme ça, de maniement de rondelles et tout. Puis c'est Justin Bieber puis Austin Matthews qui ont comme fait un petit shout-out sur les réseaux sociaux. Pavel Barber, tu veux dire, et non Justin Bieber?
Justin Non, Bieber? Pavel Barber a, OK, Pavel OK, OK, Barber a OK. partagé la vidéo. C'est OK. ça, Pavel Barber a partagé la vidéo de son talent parce que Philippe Veilleux l'avait tagué sur Instagram. Fait que Pavel Barber l'a partagé, puis après ça a comme devenu viral. Là. Il y a Austin Matthews puis Justin Bieber qui ont fait des shout-outs ces réseaux sociaux, d'où le reportage d'Andy Mailly après-soir que vous avez vu sur ceux qui regardent en vidéo, là, le petit extrait que je vous ai montré. Fait que c'est pour ça, quand on parle d'influenceurs, là, c'est que plus jeune, ils mettaient des vidéos de ces maniements de rondelles sur les Instagram. Puis d'après moi, les vidéos sont encore disponibles sur son compte du Gram. Fait que si vous voulez aller consulter ça, il y a des belles petites pièces de maniements de rondelles quand même sur les réseaux sociaux avec son nom. Très intéressant. C'est un gars qui avait quand même eu une bonne saison l'année passée à son draft moyen aussi, là, 47 points en 68 matchs. Fait que c'est ça, ça va bien pour lui. Puis tu sais, tu parlais tantôt aussi On a parlé des joueurs peut-être plus petits dans la JMQ, mais tu sais, je pense que c'est pas un secret, comme je disais, qu'il y a des équipes qui font même. Ils n'ont même pas de recruteurs dans la JMQ. Fait que tu as d'autres équipes Non, c'est qui ça. l'aiment beaucoup, comme je parlais avec les Ducks, qui sont comme Oh, moi j'aimais bien gaucher, je l'avais tant, il arrive à tel rang. Oh, je vais aller le pitcher. Je vais aller le prendre. Ah, j'aimais bien comment il s'appelait avec les Olympiques. Pas Tristan. Ben, il y a eu Tristan Luneau, évidemment, là, mais l'autre joueur qui joue avec Tristan Luneau, grand défenseur. Antonin Véro? Non, grand défenseur Oui. qui a été repêché tout de suite avant, Oui, oui. quelques rangs avant. Ben oui, je le sais qui tu parles. Je l'aimais bien aussi. Là. Je vais te trouver ça. Pas bon avec les noms. Noah Warren. Ouais, Noah exactement. Warren. Exactement. D'ailleurs, Noah Warren est très chanceux d'être avec les Ducks en ce moment parce qu'au repêchage, on avait un ami d'un des recruteurs de San Jose qui était assis derrière nous, qui nous montrait des échanges de messages textes qu'il faisait avec le recruteur en question. Puis Noah Warren était une cible pour San Jose, puis ils l'ont reculé comme 2 fois parce qu'ils se sont fait voler leurs joueurs devant en se disant je vais aller le chercher plus loin. Puis il aimait beaucoup Mintukov aussi, puis les 2 fois, ils se sont fait voler leurs joueurs par les Ducks juste avant, pour Mintukov et pour Noah Warren, qui ont atterri tous les deux avec les Ducks. Fait que, petite anecdote de repêchage à Montréal. Ah oui, il y en a eu plusieurs anecdotes d'ailleurs de ce repêchage-là. Mais ce sera pour d'autres épisodes inédits, exclusifs, Patreon. Seb, gros merci d'avoir partagé tes connaissances sur ces 5 joueurs-là. J'espère que ça a plu aux gens d'en connaître plus sur ces espoirs qu'on entend peu ou pas parler. Puis, tu sais, comme dans le podcast que je disais à Simon, tu sais, c'est une chose d'avoir vu passer le nom sur les réseaux sociaux et d'en parler en 140 caractères. Mais l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour aller en profondeur dans les analyses de ces joueurs-là, puis de voir s'il y a un intérêt pour le repêchage 2025. Fait que c'est vraiment un exercice que j'aime faire avec vous autres à chaque année, honnêtement. Donc, merci beaucoup, Seb, d'avoir accepté l'invitation. Puis pour les auditeurs du TSLH podcast, on se revoit dans un prochain épisode. Ça va être au tour de Pascal de nous présenter ses cartes cachées, ses 5 espoirs à nous présenter qui sont en dehors de son top 32. Puis on a aussi les podcasts sur le repêchage des Canadiens. Dans le fond, moi et Pascal, on a ressorti nos listes, puis on a repêché comme si on était à la place du CH dans les dernières années. C'est disponible sur Patreon. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez toujours vous abonner sur Patreon au coût mensuel de 2$ par mois pour avoir les podcasts d'avance. Donc, merci beaucoup. Puis on se revoit dans un prochain épisode.